Bonjour tout le monde, je suis Hadi Sabahayon, chercheur et docteur en sciences de l'information et de la communication et membre du réseau de recherche CDHET sur la communication et le développement des hommes, des entreprises et des territoires à l'IUT du Havre en France. Dans ma présentation aujourd'hui, je vais vous parler de l'usage du numérique par des personnes ayant des incapacités psychiques et de son impact sur leur identité ainsi que sur leur participation sociale. Ma présentation est intitulée Incapacité psychique et participation sociale, dépasser le score social vers des contributions mémorielles collectives. Nous sommes partis d'un questionnement sur comment le numérique affecte les habitudes de vie des personnes ayant des incapacités psychiques. Et quelles mutations ou transformations apporterait-il sur leurs identités? En parlant des identités, on évoque les facteurs identitaires qui font partie des facteurs personnels du modèle du développement humain. Mais comment peut-on comprendre le numérique afin de le questionner dans ce cas? En parler de nouvelles technologies de l'information et de la communication pour désigner le numérique. Aujourd'hui, ces technologies ne sont plus nouvelles. Elles existent partout, dans beaucoup d'objets connectés, auxquels se connectent de plus en plus de personnes. C'est vrai que ces technologies signifiaient à une époque donnée l'outil informatique et le support, si vous voulez, qu'on utilisait pour produire des contenus textuels. Cette première phase de compréhension et d'usage du numérique donc consistait à le traiter, à le considérer, à le voir, à le comprendre comme un support sur lequel nous pouvons écrire et envoyer nos messages et nos textes. La deuxième phase du numérique est celle du numérique média qu'on a utilisé, qu'on a employé comme un nouveau média qui a rassemblé, qui a uni à un moment donné les médias classiques que nous connaissons, comme la presse écrite, la radio et la télévision. La troisième phase du numérique, et c'est la phase que nous défendons dans notre positionnement théorique, c'est celle du compréhension du numérique comme un environnement. Le numérique est fort présent aujourd'hui dans notre quotidien, il nous englobe d'une manière ou d'autre, et ces plateformes, en mouvement, en évolution, en transformation continue, nous connectent et constituent une grande partie de notre environnement direct, micro, mais aussi macro. Ce nouvel environnement, qui est le numérique, montre une logique de trace numérique produite par les usagers eux-mêmes, donc volontairement, mais aussi involontairement et automatiquement par les machines. Cette grande quantité de traces, produites non intentionnellement, questionne d'une manière ou d'autre nos identités et notre sociabilité et nous met devant de nouveaux enjeux et défis. Souffrant de troubles de comportement et d'une désorganisation dans ses activités, la personne ayant des incapacités psychiques trouve dans le numérique, comme d'autres personnes d'ailleurs, l'opportunité de travailler son image, de mettre à côté sa difficulté d'adaptation sociale et de se relationner avec les autres. Quel usage développerait-elle sur une plateforme relationnelle comme Facebook par exemple? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle travaille son profil? De quelle manière elle communique avec les autres? Dans quel objectif? Et quels sont les impacts sur la réalisation de ses habitudes de vie? Nous avons observé un petit groupe de 8 personnes ayant des incapacités psychiques dont la majorité utilise le numérique et notamment la plateforme Facebook pour se relationner. L'objectif de cette observation était de comprendre leurs activités numériques, mais aussi de voir comment elles gèrent leurs identités et les stratégies de leur visibilité en ligne. L'observation est restée 3 mois et elle était complétée par des entretiens semi-directifs dans la résidence spécialisée
où habitent ces personnes. Le collecte de données numériques ainsi que l'analyse de contenu des entretiens face à face et donc montre différents types ou différents modèles de gestion de visibilité en ligne de ces personnes. En s'inspirant des travaux de Dominique Cardon sur le design de la visibilité, alors, nous avons classé ces trois modèles comme suivant. Le premier modèle, c'est le modèle du phare, où l'usager rend public ses goûts, ses activités, ses intérêts, dans le but de rechercher une visibilité en ligne et d'entrer en relation, de faire des rencontres ou des affaires. Le deuxième modèle, qui est la lanterna magique ou la lanterna magica, est celui de l'usager qui construit son avatar en ligne et via cet avatar, il tisse donc ses relations et il fait ses activités, tout en cachant toujours derrière l'image de son avatar. Le troisième modèle, nous l'avons appelé passeport, voilà, désigne d'une manière ou d'autre l'usager qui se connecte à cette plateforme numérique, qui dévoile donc ses données personnelles et réelles, sa vraie identité civile, et se rend en ligne ou bien se connecte de temps en temps sans avoir un fort intérêt à être toujours présent ou à se relationner avec les autres. Nous présentons dans un de ces slides, des slides de notre support de présentation, des exemples sur le contenu numérique récolté à travers les activités des sujets que nous avons observés, pour comprendre, voilà, pour situer d'une manière ou d'autre ces modèles entre l'identité civile ou la vraie identité, ainsi que les différentes façades de l'identité numérique, bien expliquées par une chercheuse française qui s'appelle Fanny Georges, voilà, qui les situe sous forme d'une identité agissante, donc via laquelle l'usager explique intentionnellement et volontairement ses activités et ses intérêts, mais aussi l'identité déclarative qui fait partie de ce que l'usager fait et de ce que le système numérique calcule et rend en compte par rapport à l'activité de l'usager. Et enfin, l'identité calculée qui est complètement donc calculée par la plateforme, qui renseigne des informations sur ce que l'usager fait, combien d'amis il a, combien de likes il a fait, où est-ce qu'il est actuellement, etc. Donc à travers ces différentes manières ou stratégies de gérer l'identité numérique de la personne, on se rend compte qu'on est devant une extériorisation de soi. Bien sûr, la personne ayant des incapacités psychiques raconte un peu d'elle-même, de ses intérêts, de son quotidien, de ses activités avec les autres, de ce qu'elle pense par rapport à un tel événement, de ce qu'elle pense par rapport à telle personne. Mais aussi, on voit bien une simulation de soi qui va au-delà du réel, au-delà de ce qu'on fait, vers ce qu'on aime faire, ce qu'on préfère être, une transformation dans la compréhension de l'interaction sociale, dans la communication de face à face, vers une interaction dans le numérique qui met à côté le self, compris comme une construction sociale, où la personne définit la situation dans laquelle elle communique, mais aussi elle interprète les signes ou voilà, les gestes de l'autre personne, et essaye de jouer un rôle et de faire comprendre à l'autre l'image qu'elle a de soi-même. Dans le numérique, on est plutôt passé à la gestion, à la construction identitaire,
des identités numériques pour ne pas se limiter à une seule version de l'identité. On est plutôt dans la gestion des identités numériques, d'une visibilité en ligne qui nécessite une compréhension des enjeux de la traçabilité numérique, de savoir qu'est-ce que la personne doit dévoiler de ses données personnelles, tout en protégeant sa vie privée, et comment peut-elle se relationner avec les autres, tout en contrôlant ou avoir le minimum possible un contrôle sur les contenus numériques qu'elle produise. Donc ce passage du self social vers les identités numériques, du score social, si j'ose dire, vers la présence numérique qui s'oppose quand même à l'identité et qui prend en compte cette dimension temporelle très intéressante dans notre vie, parce que nous sommes des usagers numériques, oui, mais nous sommes des êtres humains aussi, et l'être humain, voilà, il change de ses activités, de ses intérêts, de sa manière de faire, de voir, etc. Et donc, on ne peut pas quand même résumer l'individu à ces traces numériques présentes dans un contexte spécifique, dans une période spécifique, etc. Donc la présence numérique, comme une notion développée par Louise Merzot, prend en compte l'importance d'inscrire notre vie numérique dans une durée, mais aussi de développer de compétences au niveau de facteurs individuels, également les compétences numériques aujourd'hui, l'éducation numérique, qui permettent à l'usager de travailler son image, mais de veiller aussi à ses activités numériques tout en construisant ses réseaux. On voit bien à travers les activités de ces personnes sur Facebook, mais aussi en dehors de Facebook, et à travers donc leurs explications dans les interviews par rapport à leur compréhension du numérique et de leur activité numérique, on voit bien qu'on est devant une nouvelle habitude de vie, un nouveau processus qui est celui de l'éditorialisation, qui désigne d'une manière ou d'autre l'ensemble des dynamiques produites et structurées dans l'espace numérique qui sont issues des interactions, des actions individuelles mais aussi collectives dans un environnement numérique particulier, au sens bien de Marcello Vitali Rosati, qui travaille sur cette notion et qui l'explique dans ses travaux. L'accumulation de ces traces numériques issues de l'éditorialisation, mais également d'autres activités numériques, montre la formation d'une automémoire ou d'une mémoire machinique caractérisée par la désorganisation. Nous parlons là d'une accumulation des traces sans des objectifs précis, sans des règles précises, des traces détachées de leur contexte, de leurs usagers, etc. Ça fait rappeler la désorganisation de l'information, mais aussi de la communication de la personne ayant des incapacités psychiques. Et donc, ce lien que nous tissons dans notre hypothèse entre la désorganisation de l'information numérique et la désorganisation de l'activité, de l'information et de la communication de la personne ayant des incapacités psychiques peut être donc mise dans une logique de réorganisation, d'archivage de l'information, dans le but de mettre en place une mémoire non pas seulement individuelle, mais aussi collective, travailler ensemble, partager ensemble, sauvegarder ensemble, préserver ensemble. La question de la participation sociale, à notre sens, devient la question de comment gérer notre présence numérique en réseau. Donc voilà, c'est la fin de ma présentation. Je vous remercie de votre attention et un grand merci aux organisateurs du colloque Regards croisés sur le handicap en contexte francophone à l'Université de Saint-Boniface au Canada. À bientôt.